Merci de choisir FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. D'abord le sommaire. Deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central et celle de la Chopo. Guy Bandou a remporté cette élection avec 33 voix contre Nefertiti Ngoudianza. Et dans la province de la Chopo, c'est Tony Kapalata qui a battu Madeleine Nikomba. Après avoir fait le même score, la Commission électorale nationale indépendante a donné le feu vert au doyen d'âge. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs toujours, Eugène Diomindongala dénonce la corruption. Le président de la démocratie chrétienne attire l'attention de tout le peuple né-Congo à ouvrir l'œil et le bout. Nettoyage du fichier des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement veut se rassurer des effectifs réels des agents de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ouverture ce lundi du COP 15 en Côte d'Ivoire, les différents chefs d'État vont analyser les voies et moyens pour faire face à la désertification et à la sécheresse des terres en Afrique. Encore une fois, bonsoir. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le Congo central et la Chopo connaissent désormais le nom de leur nouveau chef d'exécutif provincial. Si Amatadi Guy Bandou a gagné l'élection dans le cadre du ticket Union Sacrée, à la Chopo par contre, Tony Kapalata a remporté ce scrutin de manière plus ou moins insolite. Patrick Ngouo pour les détails. Au terme du dépouillement à l'hémicycle du Congo central, Guy Bandou a raflé à lui seul 33 voix contre 8 pour Nefertiti Ngoudianza, alors que 41 députés provinciaux prenaient part au vote l'après-midi de ce lundi. Des sources bien informées apprennent à FM Télévision que le choix porté sur ce gouverneur membre de l'UNC de Vital Kamerhe est un choix dicté depuis le laboratoire de l'Union sacrée de la nation. On rappelle aussi que des faits de corruption ont été dénoncés depuis la veille du premier tour. Selon le candidat malheureux à ce scrutin au Congo central, Eugène Diomindongala, les députés provinciaux avaient reçu jusqu'à 100 000 $ américains pour voter un candidat qui leur serait imposé. Un peu plus au nord du pays, à Kisangani, il a fallu ouvrir les pages de la loi électorale pour départager les deux candidats ayant chacun obtenu 14 voix. Selon l'article 170 de cette loi, c'est le candidat le plus âgé qui devra l'emporter, ce qui a fait naturellement que Madeleine Nikomba puisse s'incliner devant l'homme d'affaires Tony Kapalata. Il y a lieu de relever que la CENI dit n'avoir noté aucun incident majeur lors du déroulement de ce scrutin. Et comme annoncé dans ce précédent reportage de Patrick Ngouo, Eugène Diomindongala, candidat malheureux à cette élection, dénonce des cas de corruption allant jusqu'à 100 000 $ proposés par des députés provinciaux. Selon le président de la démocratie chrétienne, la Commission électorale nationale indépendante peut suspendre cette élection. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. Puis, devant l'imbroglio, devant la situation chaotique qui prévaut dans cette province, où est l'espoir? Où est la notoriété? Où est l'avenir de ces peuples? Quand les élections sont entachées d'une telle ignominie, une corruption généralisée où les députés ont été achetés après avoir été réduits dans la mendicité à coût de centaines de milliers de dollars. Il y a des candidats qui ont proposé plus de 100 000 $ à chaque député. C'est inadmissible. Ils ont acheté la conscience de nos députés pour coloniser cette province et faire passer cette province sous le contrôle de forces obscures. Cela, nous n'allons jamais l'accepter. C'est pourquoi j'attire l'attention du peuple Congo. S'ils sont contents, qu'ils applaudissent. Mais s'ils ne sont pas contents, il y a des méthodes pacifiques de réagir devant une telle situation. Le Mukongo ne doit pas continuer à être écrasé. C'est fini. Je vous dis, si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit, ils vont nous arrêter
en inventant des cabales, comme par le passé, puisque nous avons résisté, mais aujourd'hui, nous allons résister. Nous n'allons pas accepter ces élections-là. C'est pourquoi je demande au chef de l'État garant de fonctionnement des institutions d'annuler ces élections immédiatement. Faute de quoi, nous demanderons au peuple Congo de descendre dans la rue en réagissant bien sûr pacifiquement. Dès demain, si on n'annule pas ces élections, le peuple Congo va descendre dans la rue et il va réagir pacifiquement. J'ai dit, si on ne trouve pas une... Insécurité dans la province de l'Ituri, un groupe des présumés miliciens Codeco a fait incursion dans une mine d'or artisanale 2 jours après la commémoration de l'an 1 de l'état de siège. Le bilan de cette attaque fait état de 35 personnes tuées. Suivez ce reportage de Annie Akole. Il y avait 9 corps ramenés à la cité de Pluto. 6 corps calcinés ont été enterrés sur place, a déclaré à l'AFP Jean-Pierre Bikili-Sédé, bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu dans le territoire de Djungu en Ituri. Un bébé de 4 mois et une femme figurent parmi les morts. Ce bilan est provisoire puisqu'il y a d'autres civils tués dans les corps ont été jetés dans les trous d'orpillage et plusieurs autres civils sont portés disparus. La fouille se poursuit, a ajouté le bourgmestre. Le camp Blanquette Plus est érigé dans la forêt, loin de la position militaire la plus proche. L'intervention est donc arrivée avec un peu de retard, a-t-il déploré. Il y a aussi plusieurs blessés, dont 9 grièvement, admis à l'hôpital général de Mungwalu, a déclaré pour sa part à l'AFP Chérubin Koukoudila, l'un des responsables de la société civile de Mungwalu, estimant qu'il y a au moins 50 personnes tuées. Lors de cette attaque, les miliciens Codeco ont pillé des boutiques, emporté la production des orpilleurs et incendié des maisons, rendant ce lieu inhabitable, a estimé M. Koukoudila. L'Ituri et la province voisine de Nord Kivu sont placés sous état de siège depuis le 6 mars 2021. Le président Félix Tshisekedi a décidé d'évaluer l'efficacité de cette mesure sous la pression des élus de l'Ituri et du Nord Kivu qui boycottent les plénières consacrées à ce sujet à l'Assemblée nationale. Vous le savez, le chef de l'État séjourne en Côte d'Ivoire où il participe au sommet des chefs d'État de la COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Ce sommet de haute portée va établir des mesures pour faire face aux problèmes climatiques. Monica Makaba nous en parle en détail. Ce sommet des chefs d'État porte une attention particulière à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, la pérennité de l'utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes telles que les sécheresses, les tempêtes de sable et de poussière ainsi que les incendies des forêts. Le continent africain est particulièrement touché par la désertification, notamment dans sa bande sahélienne. Ce forum sera également axé sur la question de la Grande Muraille Verte, projet pharaonique qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030 sur une bande de 800 km allant du Sénégal à Djibouti. Ces différents chefs d'État vont également réfléchir sur un programme visant à mobiliser 15 milliards de dollars américains sur 5 ans pour restaurer les écosystèmes forestiers dégradés dans plusieurs pays africains afin de promouvoir les approches de gestion durable des sols. Ces assises qui ouvrent ses portes aujourd'hui iront jusqu'au 20 mai et les participants vont tenter de proposer d'autres mesures concrètes pour stopper l'accroissement de la désertification. Dans un autre registre, la 52e réunion des conseils de ministres a eu lieu le vendredi dernier sous la houlette du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec les membres du gouvernement en visioconférence sur plusieurs sujets, entre autres la création d'une unité de toxicovigilance. Suivez à ce sujet le ministre des Médias Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par votre rédaction sur les images de la RTNC. De la nécessité de la création d'une unité de toxicovigilance au sein du Centre national de pharmacovigilance. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé à l'intention du Conseil que les intoxications accidentelles dues aux espèces végétales et animales vénéneuses entraînent de milliers de décès et la perte de millions d'hommes et de femmes en bonne santé et qui constituent de ces faits un problème de santé publique. Notre pays n'échappe pas à cette réalité
du fait qu'il régorge plusieurs espèces de plantes vénéneuses, des toxiques d'origine animale ainsi que de minerais dont les conditions d'exploitation exposent les populations aux effets tératogènes. Pour ce faire, il y a urgence de mettre sur pied une unité toxicovigilance qui aura pour mission de surveiller, prévenir, former et informer. Le président de la République a chargé le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de prendre les dispositions appropriées pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Un autre sujet abordé lors du Conseil des ministres de vendredi dernier, c'est celui relatif au nettoyage du fichier des fonctionnaires de l'État en vue de permettre au gouvernement de faire un suivi efficient sur la paye régulière des agents de l'État, mais aussi pour réguler leurs effectifs. Encore une fois, je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par votre rédaction sur les images de la RTNC. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le nettoyage du fichier des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a exprimé sa satisfaction de voir les agents et fonctionnaires de l'État bénéficier d'une augmentation de 30% sur leur salaire de base et du rabattement du taux de l'impôt professionnel sur le revenu IPR de 15 à 3%. Le président de la République a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris dans l'amélioration de la situation sociale de fonctionnaires et a invité instamment le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre d'État, ministre de budget, de finaliser dans un délai raisonnable le nettoyage du fichier des références des agents et fonctionnaires de l'État afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiente. Clôture hier dimanche de l'atelier de formation sur le leadership, entrepreneuriat et innovation. Pendant 3 jours, les membres du mouvement des étudiants congolais pour l'éveil de la conscience ont sensibilisé les étudiants sur les notions de la prise en charge pendant et après les études. Esther Siamouini et Florent Kita. Pour ces derniers jours de formation, Benjamin Nyamabo Moujanaï, le formateur, a donné des stratégies à mettre en place pour la réussite d'un projet, de la conception à la planification, en passant par l'identification, le test, pour enfin la mise en œuvre d'un projet. À l'issue de cette formation, les étudiants se sont dit motivés et révoltés de créer leurs propres emplois. J'ai appris comment élaborer un projet, j'ai suivi les étapes d'un projet. Ça, adoptons-nous l'esprit de créativité. Tu pourras créer ton emploi sans pourtant attendre qu'on vienne te donner du travail. Sans nul doute, nous avons vraiment nourri nos attentes par cette formation puisque personnellement j'aime bien l'appeler une formation d'état. Il m'a boosté la morale. Depuis le premier jour, il a été clair pour montrer aux gens comment créer une entreprise. Quelque chose qui m'a beaucoup effleuré parce que dans les jours qui suivent, je serai moi-même en train de créer une entreprise. Une initiative à louer, disent les étudiants, qui ovationnent les 3 associations organisatrices de ces assises. À l'école, je n'avais pas pris ça. Grâce à l'ISEC, j'ai appris beaucoup de choses. J'applaudis cette belle initiative de ces 3 associations. L'honneur me soit d'être très fier de cette initiative louable. Je suis quelqu'un qui sera un témoignage. Rappelons qu'après 3 jours, le MESEC, l'APJAS et Je suis manager ont permis aux jeunes et vieux d'acquérir une formation qui se veut de meilleure qualité pour un avenir sans chômeur. On va parler sport dans ce journal. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé hier dimanche à Kamalondo sur la petite marque de 1-0 devant l'équipe de Renaissance Sportive Berkane en match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération. Une victoire importante qui permet au Corbeau Louchois de prendre position davantage avant le match retour au Maroc le dimanche prochain. Lionel Ngolo. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé dans les dernières secondes du match face à la formation marocaine de Renaissance Berkane en match aller de demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, disputé hier dimanche au stade de Mazembe à Lubumbashi. Les Congolais qui ont dominé à fond encore ce match ont souri avec une petite victoire obtenue vers la fin de la rencontre.
Après une première période de nul vierge, des formations n'ont pas pu réussir à marquer malgré les occasions obtenues des part et d'autre. C'est au retour de vestiaire que le tout-puissant Mazembe fait la différence en se procurant quelques occasions, notamment à la 68e, 71e et 76e minute, mais sans réussite à trouver le chemin de filet de l'équipe marocaine. Il a fallu attendre le temps additionnel pour avoir l'attaquant John Bakata marquer l'unique but de la victoire pour les Corbeaux. Au dernier coup de sifflet de l'arbitre central, le marquoir indique un but pour le Congolais de Mazembe et 0 but pour celui des Renaissance Sportives Berkane du Maroc. Comme l'avait dit Franck Doumans lors de la conférence de presse d'avant-match, ces poulains ont tenu jusqu'au bout en gardant la même vision et la même détermination pour obtenir cette victoire importante. La force, c'est qu'on est, je pense qu'on est insouciant. Ça fait partie de notre force. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas. On donne ce qu'on a et on verra après. Et vous avez raison, ce que je recherche, moi, c'est l'équilibre entre les lignes et la relation entre les lignes. Initié de noter que ce match aller de la demi-finale de la Coupe de la Confédération se joue au stade de TP Mazembe de la commune de Kamalonde à Lubumbashi avant le match retour en une semaine au Maroc. Madame le gouverneur de la province du Lualaba a été élue présidente du comité sportif de la Simba de Kolwezi. C'était au cours d'une assemblée extraordinaire élective organisée le week-end dernier. Fifi Masuka a donc obtenu 19 voix sur les 19 votants. Elle devient à cet effet la présidente de l'AS Simba. Suivez ce reportage de Lionel Ngolo. Une ambiance bon enfant lors de l'assemblée générale élective tenue finalement ce samedi 7 mai. Faisant du ticket Fifi Masuka, gouverneur Haï de la province de Lualaba, nouvelle présidente du club de AS Simba de Kolwezi. Comme Jack Kiaboula et Bestine Kazadi, finalement Fifi Masuka rallonge la liste des acteurs politiques à la tête des clubs de football. Elle a été élue au poste de AS Simba de Kolwezi, évoluant en Ligue nationale de football, première division de la République démocratique du Congo. La nouvelle présidente a été élue par la majorité absolue des participants à l'élection, dont 19 voix sur 19 votants. Le chantier est donc vaste pour Fifi Masuka car l'équipe chère de Kolwezi est actuellement en position de relégation malgré l'arrêt du championnat. Pour ses premières impressions, la nouvelle patronne promet de venir en aide aux joueurs et à toute l'équipe. Elle sera aussi prête à jouer le rôle d'une maman envers ses enfants qui sont ses joueurs. A signaler que Fifi Masuka n'est que la deuxième femme à prendre les commandes d'une équipe de football masculin en RDC après Bestine Kazadi avec l'SV Club de Kinshasa. Voici la liste complète des nouveaux dirigeants du comité sportif du club. Au poste de présidente Fifi Masuka, vice-président Kouchi Chomba, secrétaire David Mouteba, secrétaire adjoint Chuma Mouteta, trésorier Berry Sekai, membre Alain Chinois, Louis Kiyombo, Maître Ken et Maître Costa. Mesdames et messieurs, avant de boucler complètement cette édition du journal, je vous propose le rappel des titres. Deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central et celle de la Chopo, Guy Bandou a remporté cette élection avec 33 voix contre Nefertiti Ngoudianza. Et dans la province de la Chopo, c'est Tony Kapalata qui a battu Madeleine Nikomba. Après avoir fait le même score, la Commission électorale nationale indépendante a donné le feu vert au doyen d'âge. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs toujours, et Eugène Diomi Ndongala dénonce la corruption. Le président de la démocratie chrétienne attire l'attention de tout le peuple né-Congo à ouvrir l'œil et le bon. Nettoyage du fichier des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement veut se rassurer des effectifs réels des agents de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ouverture ce lundi du COP 15 en Côte d'Ivoire, les différents chefs d'État vont analyser les voies et moyens pour faire face à la désertification et à la sécheresse des terres en Afrique. Et voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur FM Télévision. Mais attention, restez branchés pour suivre notre rubrique La Découverte. Excellente suite de programmes, vous ne serez jamais déçus sur FM Télévision.
Mesdames, Messieurs, nous revoici sur ce plateau avec Patrick Ngou pour la rubrique La Découverte. Bonsoir Patrick. Bonsoir Rudy Nanzei. À quoi les téléspectateurs peuvent s'attendre? Oui, il y a aujourd'hui, j'apporte une précision sur une confusion qu'on fait, une confusion que je n'arrive pas aussi à comprendre. Alors, le mot, c'est chewing-gum. En RDC, on parle de bazoka. Oui, donc, les deux mots n'ont même pas de lien. Donc, c'est deux mots complètement différents parce que bazooka, ça renvoie notamment à un type d'arme que des militaires utilisent dans le cadre des affrontements avec des groupes armés, soit voilà, en termes de guerre. Alors, le chewing-gum, c'est en tout cas la gomme à laquelle sont ajoutés notamment des arômes et un parfum alimentaire. C'est destiné à être mâché et non avalé. Donc c'est ce que nous appelons communément chiclé aussi. Mais le chiclé, on doit dire que c'est une sorte de chewing-gum. Ce n'est pas donc ça n'a rien à voir donc chewing-gum, ça n'a rien à voir avec bazooka comme les gens le disent en RDC. On peut appeler ça autrement gomme à mâcher, on peut appeler ça pâte à mâcher parce qu'il y a de la pâte à l'intérieur, on peut appeler ça chic, on peut aussi appeler ça gomme, gomme comme l'appellation, comme ça s'appelle notamment en Amérique du Nord, au Canada par exemple. Donc c'est en tout cas on doit arrêter de faire cette confusion. Autre détail à ajouter, c'est notamment les avantages, puisque je saisis l'occasion, puisqu'on en parle, c'est que ça apporte. Lorsqu'on est en train de faire la mastication, cette mastication génère de la salive. Alors, cette salive-là permet à ce que nous puissions maintenir l'hygiène dentaire de la bouche. Alors, lorsqu'il y a, par exemple, le chewing-gum contient du sucre, on déconseille par des dentistes parce que ça peut causer aussi des caries dentaires et d'autres maladies dentaires. Aussi, ça permet d'améliorer l'humeur. Vous voyez, lorsque par exemple vous êtes stressé, ça se passe plus, des amoureux du ballon rond le savent, lorsque vous êtes stressé, l'entraîneur souvent, il mâche. Lorsque vous êtes stressé, c'est conseillé d'avoir le chewing-gum dans la bouche. Ça peut permettre à ce que vous puissiez vous déstresser, vous détendre. Ça peut se passer aussi dans d'autres circonstances et ça permet de combattre aussi la mauvaise haleine. En tout cas, c'est que nos téléspectateurs doivent comprendre, c'est qu'on ne doit pas dire bazoka parce que c'est vraiment, ça renvoie à autre chose et c'est chewing-gum, le mot chewing-gum. Là, vous faites allusion à la gomme qui est mâchée. Merci Patrick, la leçon est bien comprise. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de cette rubrique La Découverte.